Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'exploration du système économique de progrès humain. Je suis Simeon Fongang, docteur en économie, spécialiste d'analyse économique et spécialiste également de politique économique. La présentation de ce jour s'efforce de montrer comment une commune rurale, en appliquant les recommandations faites jusqu'à présent, pourrait évoluer vers une véritable urbanisation planifiée. La présente vidéo n'a pas été annoncée dans la vidéo introductive Arbre monétaire et progrès humain en Afrique. Toutefois, elle s'avère nécessaire pour, d'une part, rappeler de manière synthétique les principales recommandations faites dans chacune des vidéos du bloc 1 et d'autre part, fournir un exemple chiffré du processus de mutation d'une commune rurale en une véritable commune urbaine. Ainsi, cette présentation s'efforce de montrer comment l'application des recommandations faites dans les 3 vidéos sortir les individus de la pauvreté, secteur primaire, secondaire et tertiaire, permettrait à celle-ci de se développer et se transformer en une véritable ville nouvelle. Il convient d'appeler cela ce processus d'urbanisation planifiée. Au niveau national, cela revient à faire émerger partout en Afrique un véritable maillage urbain naissant et à fort potentiel de croissance. Dans cette optique, cette présentation met l'accent sur l'identification des postes de travail à prévoir pour les indispensables créations d'emplois privés et publics. Les vidéos précédentes de sortir les individus de la pauvreté ont montré que dans le secteur primaire, il conviendrait de créer des U4C et que concrètement, comme résultat attendu au regard de la démarche poursuivie, les producteurs membres de l'U4C ou bien les fournisseurs devaient voir leur compte crédité, leur compte bancaire crédité du montant de la valeur de leur vente. Les salariés de l'U4C également devaient recevoir leur salaire sur leur compte bancaire. Et l'autre destination des ressources serait à destination des collectivités décentralisées, à savoir l'impôt, la fiscalité locale. Au secteur secondaire, il a été proposé de créer des zones d'activité économique où se regrouperaient alors les producteurs qui transforment les produits de base et les matières premières en produits finis, semi-finis ou en produits ou en biens d'équipement. De la même façon, la monétisation de leur valeur ajoutée devait passer par la création de comptes bancaires pour chacun des intervenants dans les transactions comptabilisées. Au niveau du secteur tertiaire, tout ce qui est services, on a proposé de créer des unités de dépôt et de vente des produits issus des aides à eux et de commercialiser dans les productions des zones d'activité économique. Une autre destination des ventes concernait les marchés formels, y compris la grande distribution, la vente au détail des productions des U4C et des ZAU. Au niveau des entreprises agréées pour des prestations de services, la restauration et les aliments livrés ont été considérés comme des domaines sensibles. D'autres domaines sensibles au regard de la santé publique, où les entreprises devaient être à la fois agréées et chaque membre du personnel vérifier qu'il soit encore certifié. Ça visait les domaines des réparations et de l'entretien automobile ou de moto, les domaines de la coiffure, de l'esthétique et autres soins du corps, ainsi que les domaines de l'éducation des mineurs. Pour toutes les autres activités du secteur tertiaire, la règle qui s'appliquera devrait être la comptabilisation de toutes les transactions issues de ces activités, ainsi que la monétisation des valeurs ajoutées requises, autrement dit, passer par le circuit, par le secteur bancaire pour créditer tous les comptes, ce qui permet de créer de la monnaie racine
d'où l'État peut plus facilement, même au niveau local, prélever au titre de la fiscalité locale. Concrètement, comment mettre en application les recommandations faites dans les vidéos précédentes avec un exemple et surtout à l'intention des collectivités territoriales décentralisées et des investisseurs du secteur privé, où on propose un cadre de dimensionnement des emplois directs nécessaires à la mise en place d'une U4C dans une commune rurale d'environ 10 000 habitants au centre d'un bassin d'attraction d'environ 25 000 habitants sur un rayon de 15 km. Au-delà de l'U4C, la présentation s'élargit à la création de zones d'activité économique, les ZAE, présentées comme un levier structurant pour l'emploi local, l'attractivité territoriale et l'organisation des filières. Autrement dit, l'idée ici, c'est de montrer qu'à travers les U4C, l'activité majoritairement agro-pastorale actuelle en milieu rural africain, à partir de la monétisation des valeurs ajoutées comptabilisées dans les U4C, les mécanismes tels que décrits dans la vidéo du secteur primaire, et celles décrites également les activités des ZAE et du tertiaire, on va pouvoir développer, connaître une expansion du village ou de la commune rurale avec tout ce que cela emporte du développement de l'immobilier, des services, des services divers de commerce, de pharmacie, des services de plombier, de la et de transporteurs, ainsi de suite. Et la fiscalité locale qui en découle pour permettre aux autorités locales de ne plus attendre de l'argent de ce pouvoir central, mais de compter sur leur argent, sur la monnaie racine désormais créée localement pour à la fois développer les activités qui sont nécessaires et attirer aussi bien de la population pour travailler que pour occuper les postes ouverts, que pour investir dans l'économie locale. Concrètement, donc, on va se baser sur les données chiffrées qui constituent un exemple, il faut reconnaître approximatif, puisque ça dépend de beaucoup de choses, par exemple des flux d'approvisionnement de l'U4C, des infrastructures préexistantes. Est-ce que les routes sont déjà disponibles ou est-ce qu'il faudra les construire? Mais cet exemple va donner une idée du mécanisme, autrement dit de la méthodologie d'évolution et surtout des postes qui sont requis, quelle que soit la taille. C'est plutôt le nombre, les effectifs qui vont changer, mais quant à la nature des postes, ils pourront être appliqués quelle que soit la taille de l'U4C. C'est ce qu'on va retenir et qu'on s'apprête à voir de plus près à présent. Pour une U4C faisant converger des produits alimentaires issus de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la chasse et de l'apiculture, les postes à prévoir dépendront de la taille de l'unité, du volume traité, du niveau de transformation et du degré d'automatisation. S'agissant d'une commune rurale avec une population d'environ 10 000 habitants au centre d'une aire d'attraction d'un rayon de 15 km et d'une population totale de 25 000 habitants, on peut structurer le recrutement de l'U4C en 10 pôles fonctionnels, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, à savoir la direction, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la conservation, la qualité sanitaire, la commercialisation, la maintenance, la sécurité, les activités viande, ainsi que la gestion des sous-produits et des déchets. Dans cette configuration, l'effectif d'emploi direct minimum estimé pour l'U4C atteint les 237 emplois. Plus en détail, les postes requis et les emplois correspondants se répartissent comme suit. Le pôle direction et administration
comporte 11 postes, lesquels assurent la gestion globale de l'U4C. Le pôle collecte et approvisionnement, qui organise l'achat et la réception des produits, inclut un minimum de 23 postes, sachant qu'au niveau, par exemple, des agents collecteurs, on a retenu l'hypothèse qu'il y aurait collecte au niveau des plantations, tel qu'on l'avait envisagé dans le secteur primaire, avec la possibilité d'installer en bordure de route des abris de jardin pour stocker les récoltes qui vont être collectées par les agents collecteurs de l'U4C. Le pôle comptabilisation, gestion des stocks et traçabilité comporte 11 postes. La particularité ici est de voir l'accent mis sur la gestion des risques alimentaires, la vérification de l'hygiène et la prévention des contaminations. Un critère très important pour pouvoir prétendre au marché international. Le pôle conservation et transformation primaire est le cœur technique de l'U4C. Il comporte des équipes de séchage, des équipes de froid et industriel, ainsi que l'équipe de conditionnement. Le pôle qualité, hygiène et sécurité alimentaire est indispensable dans l'agroalimentaire. En particulier, comme précédemment mentionné en termes de qualité et de sécurité alimentaire, le poste de responsable qualité aura pour mission la mise en œuvre de l'HACCP, en anglais, The Hazard Analysis Critical Control Point, qui relève de la commission du Codex Alimentarius, mise en place par la FAO et l'OMS. La commission du Codex Alimentarius a été créée en tant qu'un programme commun de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dont la FAO, et de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, afin d'assurer la sécurité sanitaire des aliments dans un contexte d'accroissement continu du commerce international des denrées alimentaires. Nous aurons beaucoup insisté sur le respect de ces critères, car non seulement c'est utile pour la population locale, mais c'est un critère déterminant pour pouvoir accéder au marché international, pour pouvoir exporter les produits alimentaires issus des U4C. Le pôle commercialisation et logistique a pour but l'écoulement des produits et donc la rentabilité de l'U4C, être capable de vendre et de dégager une marge par rapport aux achats et aux coûts encourus. Le pôle maintenance et énergie est d'une grande importance, surtout pour le froid, pour le maintien de la chaîne de froid. Il est important qu'il y ait un responsable, un électricien, au moins, enfin, des électriciens industriels, les postes de plombier pour s'assurer de l'approvisionnement en eau, du dépannage de tous les équipements. Un responsable de maintenance pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements. Un technicien ou bien des techniciens en charge de la continuité énergétique tel qu'ils soient capables de faire fonctionner des groupes électrogènes, ainsi que des machinistes, des mécaniciens pour l'entretien des machines. Ce pôle comporte jusqu'à 12 postes au minimum. Le pôle sécurité et services généraux vient en complément de toutes les dispositions automatiques et informatiques qui auront été mises en place pour la surveillance du site, même à distance. Néanmoins, compte tenu des aléas, il convient d'avoir des agents de sécurité en présentiel avec un effectif minimum de 2 et un gardien de nuit, une équipe de gardiens de nuit qui par rotation peuvent aller jusqu'à 6. Donc, ce pôle sécurité et services généraux comporte 12 postes. Le pôle spécifique viande et produits animaux, qui est un pôle également très sensible pour des questions d'hygiène et de sécurité alimentaire, se subdivise en plusieurs équipes, ce qui nous amène à présenter
ce pôle en 2 blocs. Le premier comporte l'équipe santé animale et contrôle vétérinaire et le deuxième bloc la gestion des animaux vivants, tel qu'on puisse prévoir des responsables de parcs à bétail et aussi des responsables encore plus nombreux de parcs de stabulation et divers postes qui sont prévus. Le troisième bloc, c'est l'abattage et la préparation de viande, donc allant de l'abattoir jusqu'à la désinfection des zones. Là également, un pôle, le dernier, conservation spécialisée viande. Comme on l'a dit, c'est très sensible et il convient d'avoir un responsable chambre froide de viande spécifique et des contrôleurs de température, même si cette fonction peut également être informatisée et être réalisée automatiquement à partir d'une programmation. Il faut noter que dans cette hypothèse, enfin dans ce bloc, la viande fraîche est réputée être conservée à une température comprise entre 0 et 4 degrés Celsius, tandis que la congélation doit être de moins 18 degrés Celsius au minimum. Le pôle gestion des sous-produits et des déchets est très important et comporte 24 postes. La gestion des sous-produits et des déchets consiste à récupérer, sécuriser, traiter et valoriser tout ce qui reste des animaux après production ou transformation. Parce que l'abattage des animaux génère du sang, des os, de la peau, des graisses, des déchets organiques. La valorisation des sous-produits au plan économique représente une source importante de revenus. Cela peut consister, par exemple pour les peaux, à alimenter l'industrie du cuir. Pour les os, à produire de la farine animale ou de la gélatine. Pour d'autres sous-produits comme la graisse, ça peut servir à fabriquer du savon ou du biodiesel, tandis que le sang servira à l'alimentation animale d'une part ou à la production d'engrais. Quant aux cornes et aux sabots, par exemple des bovins, l'artisanat a plusieurs manières de transformer cela pour des usages domestiques ou pour de la décoration. De même, la cire d'abeille sera utile dans la cosmétique, tandis que les déchets de poisson vont servir à fabriquer de la farine de poisson, très utile dans diverses utilisations. Cette présentation n'étant pas exhaustive, notamment en termes de postes, on pourrait avoir des postes spécifiques selon les filières, par exemple avoir un responsable de calibration des fruits et légumes, un technicien agronome pour l'agriculture. Au niveau de la pêche, on aurait un technicien halieutique et un contrôleur qualité de poisson. Pour la chasse ou le gibier, un inspecteur vétérinaire supplémentaire ou spécifique pour les animaux non domestiques et un responsable de fumage ou d'autres techniques de conservation non envisagées dans le 4C initialement. Pour l'apiculture, on aurait besoin d'un technicien apicole et d'un responsable d'extraction et de conditionnement du miel. Toutefois, il convient de noter que certains de ces postes pourront être mutualisés ou externalisés pour alléger le coût de démarrage. L'exécutif municipal de la commune rurale doit prendre pleinement conscience de la mutation structurelle née de l'implantation des US 4C et tendant ainsi à transformer la commune rurale en une commune urbaine naissante. Rappelons qu'une zone économique est un espace aménagé spécialement pour accueillir des activités industrielles, commerciales, logistiques, artisanales, agroalimentaires ou encore technologiques. Une commune se fixe pour objectif de développer une zone d'activité économique. C'est pour attirer des investisseurs, créer des emplois, augmenter les recettes fiscales locales,
structurer les activités économiques, renforcer la comptabilisation et la monétisation de l'économie locale et développer des chaînes de valeur locales. Les principales fonctions municipales à développer ou à créer, le cas échéant, pour soutenir l'expansion des ZAE peuvent être regroupées en des familles de métiers suivants. On en dénombre 8, à savoir le pilotage, l'administration et l'attractivité, les études, la planification et l'ingénierie du projet, le foncier, le juridique et l'environnement, le financement et le partenariat, les travaux, l'aménagement et maintenance des infrastructures, l'exploitation, les services généraux et la sécurité. Septièmement, les services aux entreprises et l'animation économique. Huitièmement, les emplois sectoriels des entreprises installées sur la ZAE. Dans cette optique, attendu qu'il y aura dorénavant de la monnaie racine prélevée sur les U4C et sur les entreprises installées dans les ZAE, l'exécutif municipal pourrait prévoir les postes suivants dans chaque ZAE. S'agissant du pilotage de l'administration et de l'attractivité, l'idée ici, c'est de regrouper dans un même bloc toutes les fonctions de gouvernance, de gestion et de commercialisation de la zone. Ainsi, on pourrait envisager un poste de directeur de zone économique, suivi de celui de responsable administratif, ainsi qu'un comptable projet avec des fonctions de compétences financières. Un autre poste serait celui de responsable commercial, qui serait chargé des relations avec les investisseurs. Autre poste à prévoir, un chargé de promotion économique, qui va s'occuper surtout de proposer, d'informer et orienter les investisseurs, les travailleurs, les autres administrations vers les compétences clés de la commune en matière économique. Aussi avoir un conseiller entreprise pour servir de lien entre les entreprises, pouvoir informer les entreprises sur les démarches administratives, les partenariats possibles et bien d'autres informations sensibles à communiquer aux entreprises. Pour ce qui est du bloc études, planification et ingénierie de projet, il s'agit de rassembler les métiers qui interviennent dans la conception, la planification spatiale et le montage technique de la zone. Ainsi, un poste d'économiste territorial est à prévoir, un urbaniste, un architecte, un topographe ou un géomaticien, un statisticien, un consultant en développement local, un ingénieur civil, ingénieur hydraulique, un poste d'ingénieur électricien. Le bloc foncier, juridique et environnement couvre la sécurisation foncière, la conformité réglementaire et la maîtrise des impacts environnementaux. Là, on aura besoin d'un géomètre, d'un juriste foncier, l'identification d'un notaire, partenaire, un agent de cadastre, un expert environnemental et un responsable environnement. C'est très important pour notamment gérer les questions de déchets. S'agissant des financements et partenariats, il est intéressant d'isoler les fonctions de financement. Cela permet de mieux piloter la mobilisation des ressources et les relations avec les bailleurs et autres investisseurs. Ainsi, un poste d'analyste financier sera requis, tout comme celui d'un responsable de partenariat, pour nouer les partenariats avec tous les... Enfin, oui, un comptable projet et un spécialiste
partenariat public-privé. Le regroupement travaux, aménagement et maintenance des infrastructures couvre à la fois la phase chantier et la gestion technique durable des infrastructures de la zone. Ainsi, il convient d'avoir un chef de projet, un conducteur de travaux, un ingénieur BTP, bâtiments et travaux publics, des maçons, des ferrailleurs communaux, des électriciens, des plombiers, des conducteurs d'engins, des soudeurs et un responsable technique. Tout ceci pour avoir une autonomie, une plus grande autonomie d'intervention sur les infrastructures de la ZAE. Le pôle exploitation, services généraux et sécurité concentre les fonctions nécessaires au fonctionnement quotidien, à la sûreté et à la continuité de service dans la ZAE. Aussi, pourra-t-on avoir un responsable de sécurité, des agents de sécurité ou des gardiens de nuit, des gardiens de jour, des agents d'entretien, des techniciens de maintenance et un service ainsi que des services d'appui logistique de la zone. Quant aux services aux entreprises et à l'animation économique, ce bloc vise l'accueil, l'accompagnement et surtout la fidélisation des entreprises installées dans la zone. Avoir un guichet unique pour l'accompagnement à l'implantation au niveau de la commune, indépendamment de toute autre structure de niveau supérieur, vous devez défendre votre commune. Donc, aussi avoir un community manager qui va s'occuper des relations, de l'animation du site, organiser des événementiels, favoriser les rencontres avec d'autres partenaires, d'autres communes ou d'autres venant de l'étranger, animer les outils Internet ou les réseaux sociaux de la commune, et bien d'autres missions. Le conseiller entreprise également est un poste à prévoir, ainsi qu'un chargé de promotion économique, ainsi qu'un chargé des relations avec les investisseurs. Dans le bloc emploi sectoriel des entreprises installées, il convient de distinguer clairement les emplois de gestion de la ZAE qui sont des emplois publics, des emplois créés par les entreprises hébergées dans la zone. Aussi, la commune pourrait avoir son frigoriste, un responsable qualité HACCP, dont on a déjà parlé, un conseiller aux U4C d'en avoir aussi. Tout ceci va concourir à faciliter les exportations de produits alimentaires le moment venu. Un vétérinaire public également, un logisticien, un gestionnaire de stock, un technicien de maintenance, ainsi que d'autres postes propres aux unités agroalimentaires, aux unités logistiques, artisanales ou industrielles. Les opportunités d'investissement privé sont nombreuses dans une telle dynamique. En effet, les implantations des U4C et des ZAE créent une véritable dynamique territoriale. On a tout d'abord la montée du pouvoir d'achat local, aussi bien de la commune que de sa zone d'attraction, rendue possible par la comptabilisation des productions qui sont nombreuses, on l'a vu dans tous les secteurs d'activité, et la monétisation des transactions, des valeurs ajoutées issues des transactions de ces productions. Alors, on a également la structuration des chaînes de valeur, une augmentation des flux logistiques, la densification des échanges commerciaux et le changement progressif de la structure économique locale. Dans cette configuration, les investisseurs du secteur tertiaire auront intérêt à privilégier des activités
qu'on peut ainsi citer. Les activités porteuses pourront concerner la logistique, le transport et la distribution. Deuxièmement, les services financiers et fintech rural. Troisièmement, le commerce de gros et les plateformes de marché. Quatrièmement, les services numériques et data. Cinquièmement, la formation professionnelle et le renforcement des compétences humaines. Sixièmement, les domaines de la santé, de l'habitat et des services urbains autres. Septièmement, les activités de conseil, de certification et d'ingénierie requis par toutes les exigences réglementaires qui ont été citées aussi bien dans les U4C que dans la mise en place des ZAE. Il apparaît ainsi que la concentration d'activités autour des zones d'activité économique crée une urbanisation accélérée, des besoins sociaux permanents et une hausse de la consommation locale compte tenu de la monnaie racine qui est désormais disponible auprès des populations. Donc, les pôles économiques qui vont attirer les populations dans le secteur tertiaire tout en étant très rentables pourront concerner, comme on l'a dit pour la santé, l'arrivée des cliniques privées, des pharmacies, de l'immobilier locatif, des résidences même temporaires pour travailleurs, de la restauration qui va se développer partout en ville, la coiffure et les soins du corps, les réparations et entretiens auto et moto, la distribution de carburant, la distribution d'eau, de l'énergie décentralisée, comme on l'a vu dans la vidéo, le secteur secondaire qu'on peut développer de l'énergie solaire, de barrages de dimension locale pour pallier à toute insuffisance de l'alimentation en électricité. Donc on a également la gestion des déchets, la sécurité privée qui va se développer, les écoles, les crèches, les lieux de culture et de loisirs tels que le cinéma, le théâtre, les parcs d'attractions, les piscines privées, etc. L'implantation progressive des U4C et des ZAE sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la dynamique de modernisation et d'urbanisation qu'elles induisent, entraînent une transformation profonde de la manière d'appréhender la gestion des collectivités territoriales. Dans le modèle actuel, caractérisé par l'absence de monnaie racine, les collectivités locales disposent de marges financières limitées. Leurs ressources proviennent principalement des transferts de l'État central ou de mécanismes de coopération décentralisée internationale. Dans ce contexte, l'attractivité territoriale demeure largement concentrée dans les capitales nationales ou régionales, qui bénéficient naturellement d'effets de centralité administrative, économique et démographique. L'émergence et la généralisation des mécanismes de création de monnaie racine à travers les U4C et les ZAE modifient radicalement cette logique de développement. Les territoires ne seront plus uniquement des espaces administrés, mais deviendront de véritables pôles de compétition économique, sociale et humaine. Comme l'illustrent les besoins importants en postes de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, une concurrence croissante s'instaurera entre les villes émergentes afin d'attirer les ressources humaines et financières les plus stratégiques. Deux catégories d'acteurs sont particulièrement recherchées: les travailleurs et personnels hautement qualifiés et les investisseurs et porteurs de capitaux. Dans cette nouvelle configuration, l'action des exécutifs locaux devra s'articuler autour de deux impératifs majeurs, à savoir, premièrement, renforcer l'attractivité du territoire, deuxièmement, garantir la compétitivité des entreprises qui s'y implantent. S'agissant de l'attractivité territoriale à destination des personnels qualifiés,
L'attractivité résidentielle et professionnelle reposera notamment sur la qualité de vie, la qualité du cadre de vie, incluant l'éducation, la santé, la sécurité, la propreté urbaine, les espaces verts et le coût de la vie. Ensuite, la disponibilité et la qualité des infrastructures telles que l'approvisionnement en eau, l'énergie, les équipements sportifs et culturels, tout comme troisièmement une fiscalité locale incitative, ainsi que quatrièmement l'accès aux fonciers et au logement. Un autre critère serait la qualité des services publics locaux. S'agissant de l'attractivité économique à destination des investisseurs, les collectivités devront être capables de mettre en avant les avantages comparatifs et les atouts stratégiques du territoire. Une vision claire du développement territorial à moyen et à long terme. Un projet de territoire cohérent et crédible. La disponibilité des matières premières et des produits de base doivent être mises en avant. Les infrastructures d'interconnexion et de mobilité telles que les routes, le rail, les ports, les aéroports, les voies fluviales, tous ces atouts doivent être mis en avant pour attirer les investisseurs. La qualité des infrastructures numériques et des télécommunications. A-t-on un bon réseau? A-t-on une connexion stable? Voilà autant de questions, enfin de sujets qui peuvent intéresser, qui peuvent décider les investisseurs à s'implanter sur votre territoire. On aura aussi à tenir compte des projets publics nationaux structurants ainsi que leur calendrier de réalisation. Il conviendra également de mettre en avant le niveau de qualification de la main-d'œuvre locale et les dispositifs de formation disponibles pour de nouveaux besoins, le cas échéant. Dans ce nouveau paradigme, le rôle du community manager de la ZAE ainsi que celui du responsable du guichet unique deviennent stratégiques. Ces deux constituent des interfaces essentielles entre le territoire, les investisseurs, les entreprises et les populations qualifiées. Leur mission ne se limite plus à la communication institutionnelle ou à la gestion administrative. Elles participent directement à la compétitivité territoriale et à la capacité d'attraction de la collectivité. Cette logique est d'ailleurs déjà observable dans de nombreux pays industrialisés. Vous remarquerez que les supports de communication des collectivités territoriales, y compris les plus petites, mettent systématiquement en avant leurs avantages compétitifs, tels que la qualité du cadre de vie, le patrimoine historique, les sites touristiques, les services disponibles, l'accès au logement, les infrastructures, l'environnement économique et les opportunités d'investissement. Tout est conçu pour convaincre les investisseurs qu'ils trouveront un environnement favorable au développement de leurs activités et pour démontrer aux talents qualifiés qu'ils bénéficieront d'un cadre de vie optimal pour travailler et vivre durablement sur le territoire. Dans cette perspective, les exécutifs municipaux auraient tout intérêt à élaborer et publier un schéma directeur d'urbanisme. C'est pour cela que nous avons parlé de urbanisation planifiée, un projet de territoire, une vision politique territoriale clairement affirmée. Quelles sont vos priorités et quelles sont les étapes de réalisation que vous envisagez? Il conviendra de le mentionner, de le faire savoir dans vos supports de communication, ainsi que les stratégies de développement à court, moyen et à long terme. Sans oublier que des documents de planification articulés avec les éventuels projets structurants portés par l'État permettent également de faciliter la décision des investisseurs ou de ceux qui vont s'implanter pour travailler. L'enjeu à terme est de faire de chaque U4C et de chaque ZAE non seulement un espace de production économique, mais également un territoire attractif, compétitif et durable, capable de générer sa propre dynamique de développement. Une commune contribue directement à la compétitivité des entreprises implantées sur son territoire lorsqu'elle met en place un environnement économique favorable, stable et performant. Son action ne se limite pas à des fonctions administratives classiques. Elle devient
un véritable levier de création de valeur, d'attractivité et de croissance économique. À ce titre, plusieurs axes d'intervention apparaissent essentiels. Tout d'abord, la réduction des coûts de production. La compétitivité des entreprises dépend fortement de leur capacité à maîtriser leurs coûts de fonctionnement. La commune peut y contribuer en mettant à disposition des infrastructures de base fiables et accessibles, telles que une voirie de qualité, l'accès à l'eau potable, l'énergie stable, la gestion des déchets, l'éclairage public ou encore la connectivité numérique. Une fiscalité locale adaptée est également souhaitée, ainsi que des procédures foncières simplifiées avec une meilleure organisation des services urbains qui permettent également de diminuer les charges supportées par les entreprises et d'améliorer leur rentabilité. Deuxième point, c'est l'amélioration des infrastructures. Le développement économique d'un territoire repose en grande partie sur la qualité de ses infrastructures. Une commune compétitive investit dans les réseaux de transport, les plateformes logistiques, les infrastructures énergétiques, les télécommunications et les équipements collectifs nécessaires aux activités économiques. Des infrastructures modernes réduisent les délais, améliorent la productivité et facilitent l'intégration des entreprises dans les chaînes de valeur nationales et internationales. Troisièmement, il faut faciliter les démarches administratives. La simplification administrative constitue un facteur déterminant d'attractivité économique. Une commune performante doit être capable d'offrir aux investisseurs et aux entrepreneurs des procédures claires, rapides et transparentes, telles que la délivrance des autorisations, l'accès aux fonciers, les procédures de création d'entreprises, la fiscalité locale ou encore le raccordement technique. Le développement des guichets uniques, la numérisation des procédures et l'amélioration de la qualité du service public permettent de réduire les délais, les coûts cachés et l'incertitude administrative. Quatrième point, il faut développer les compétences locales. La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée représente un avantage compétitif majeur pour un territoire. Les collectivités locales ont donc intérêt à soutenir les dispositifs de formation professionnelle, les partenariats avec les universités, les centres techniques et les entreprises. L'adéquation entre les besoins du marché du travail et les formations proposées permet d'améliorer la productivité des entreprises tout en favorisant l'emploi local et l'insertion des jeunes. Cinquième point, il faut faciliter l'accès au financement. Parce que l'accès au financement demeure l'un des principaux obstacles au développement des entreprises, notamment des PME et des startups. Une commune peut jouer un rôle d'appui en favorisant l'implantation d'institutions financières, de fonds d'investissement, de mécanismes de garantie ou de structures d'accompagnement entrepreneurial. Elle peut également soutenir l'émergence de dispositifs locaux de financement, encourager les partenariats publics-privés et promouvoir des instruments innovants adaptés aux besoins des entreprises locales. Sixième point, c'est le soutien à l'innovation. Parce que l'innovation constitue aujourd'hui un moteur essentiel de compétitivité et de différenciation économique. Les communes peuvent encourager cette dynamique en soutenant les écosystèmes d'innovation, tels que la création, les incubateurs, les technopoles, les centres de recherche appliqués, les espaces de coworking ou encore les plateformes numériques. Elles peuvent également favoriser les collaborations entre entreprises, universités et centres de recherche afin d'accélérer le transfert de technologies et la modernisation des activités économiques locales. Septième point, c'est l'amélioration de la logistique et de l'accès au marché. Parce qu'une entreprise compétitive doit pouvoir acheminer ses produits rapidement et accéder facilement au marché.
La commune peut contribuer à cet objectif en améliorant la fluidité des transports, l'organisation des zones d'activité économique de façon optimale par leur position géographique, par exemple, par rapport aux axes de transport, les infrastructures de stockage, développer également les interconnexions avec les grands corridors commerciaux. Le développement des marchés locaux, régionaux et internationaux passe également par une meilleure information économique, des plateformes commerciales adaptées et des politiques favorisant les échanges. Huitième point, c'est la sécurisation de l'environnement économique. Car les investisseurs et les entreprises recherchent avant tout un environnement stable, prévisible et sécurisé. La commune joue ici un rôle central à travers la qualité de la gouvernance locale, la transparence administrative, la sécurité publique et la stabilité réglementaire. La lutte contre l'insécurité, la corruption, les conflits fonciers ou les pratiques informelles contribuent à instaurer un climat de confiance indispensable au développement durable des activités économiques. Ainsi, la compétitivité des entreprises ne dépend pas uniquement des performances internes des acteurs économiques. Elle repose également sur la capacité des collectivités territoriales à construire un environnement favorable à l'investissement, à la production et à l'innovation. Dans le contexte des U4C et des ZAE, cette fonction économique de la commune devient un élément central de la stratégie de développement territorial. Ces 5 premières vidéos sur l'Afrique, à savoir les vidéos AFR 01 à AFR 05, ont mis l'accent sur ce qu'il faudrait faire pour sortir les populations de la pauvreté et se positionner sur la voie d'un progrès humain efficace et durable. Les vidéos suivantes, en visant la sécurité et la souveraineté alimentaire, le développement de l'immobilier urbain et rural pour l'accès au logement pour tous et le financement des infrastructures, vont se focaliser sur les moyens de créer des entreprises pour produire toutes les sortes de biens aujourd'hui importés tels que les matériaux de construction, les machines-outils, les véhicules à moteur et bien d'autres. On s'y retrouve donc sans plus tarder.